méthode de raisonnement. Mugabo mu byo kwemera tubona urukundo rw'Imana yadispoje ibintu ku buryo ubuzima bushoboka tumoma umengo yo agakomande kamakarwa kandi Imana yabitegekanye kubera urukundo rwayo. La providence, c'est ça. Yego. N'umuntu atemera Imana iranjuri ntashobora kubimenya gusa iri la nature d'autres en loi la nature l'action de Dieu l'action de la nature nous louons l'action du Créateur. Absolument. Ça, c'est un acte de foi. Donc, mais quand on n'a même pas un acte de foi, on jouit de cette positivité de l'ensemble des êtres. On en jouit aussi. Et il faut en être conscient. Et c'est pour moi un pas vers aller vers Dieu, même vers la foi. Oui. Il y a un grand philosophe que je te recommande, mon cher. Wittgenstein. Wittgenstein, c'est un philosophe du langage et d'autres choses qui est intéressant là-dessus. Tout à fait, tout à fait. Il faut positiver la vie. La vie est richissime, absolument. Elle est richissime. Absolument. Toi aussi, tu es philosophe, né philosophe. Qu'est-ce que tu en dis? Je ne sais pas si je suis philosophe parce que Né. pas du tout évolué dans Mais naturellement comme ça. tout le monde est là. Ah, oui, oui. Ah, si ça commence, non. Non, non. Si ça commence, alors nous commençons la leçon. On commence, voilà. Non, c'était pour occuper le temps. C'était pour occuper le temps en nous enrichissant. Voilà. Qu'est-ce que je veux dire? Oya, Visionner. Eh, Mais en anglais, on le dit encore mieux. C'est to provide. to provide. Mettre à disposition. Voilà. Et naturellement, sans trop de philosophie, nous avons trouvé sur Terre de quoi tout ce qu'il faut pour vivre. Absolument. Matériellement et même spirituellement. Absolument. Imaginez-vous, nous avons trouvé de l'oxygène. Oui. Nous avons trouvé de l'eau. Oui. Tout ça sont des approvisionnements providentiels. Mhm. Et pourquoi alors on n'irait pas plus loin parce qu'on ne connaît pas bien les limites de cet approvisionnement. Mhm. Pourquoi, d'une façon subtile, Dieu ne peut pas ou cette affaire-là, je ne sais pas si Dieu, ce phénomène-là ne peut pas mettre à votre disposition parfois d'une façon que vous ne comprenez même pas. Ça, on peut dire ça, je ne comprends pas. Ah, c'est providentiel. Moi, je trouve que c'est correct. Non, tout à fait, tout à fait. Voilà, mes amis, et nous sommes heureux aujourd'hui d'écouter Jean-Marie Ngendahayo qui commente les apports de son grand-père, le grand Pierre Baranyanga. J'ai parlé de lui la dernière fois, je n'y reviens pas, mais je tiens à dire que c'est un apport extrêmement enrichissant dont nous avions besoin. Et je remercie Jean-Marie d'avoir accepté cet effort. Bonjour tout le monde. Je voudrais vous présenter mon épouse qui a eu la gentillesse de m'accompagner aujourd'hui, Chantal. Je voudrais également m'excuser parce que normalement cet exposé était prévu pour la semaine dernière et vous savez que l'abbé Nawona est un homme très organisé et lui faire perdre une semaine est une faute grave,
mais c'était vraiment pour une raison majeure au niveau familial et je ne pouvais pas ne pas y répondre. Donc je vous prie encore une fois de m'excuser pour ça. Aujourd'hui, je voudrais, comme vous l'a dit l'abbé, m'entretenir avec vous de la tradition que nous avons commencée ensemble au sujet de l'origine de Nharelushatsi. Et je me cantonnerai uniquement à cela, parce que l'abbé vous a dit que je parlerai de ce que le chef Balanyangha nous apporte. Il apporte énormément d'éléments d'information sur la culture burundaise, mais ici je vais seulement me cantonner dans la mesure du possible à la question de Nharelushatsi. Les jours qui viennent, si nous avons un intérêt pour cela, on peut voir d'autres aspects de cette personne. Vous savez qu'elle a beaucoup de facettes là-dessus. Mais nous parlons de Pierre Balanyangha, mais se cache ou se présente devant Pierre Balanyangha son fils Charles, du même nom, qui, lui, a matérialisé de façon exemplaire, de façon éclatante, cette réserve culturelle, cette richesse, cette mine culturelle que Balanyangha a voulu léguer aux générations à venir. Son fils, donc, Charles Balanyangha, l'ambassadeur Charles Balanyangha, a écrit un livre que personnellement, j'appelle une somme, dans la mesure où c'est un livre qui réellement embrasse un pan de notre histoire depuis pratiquement un millénaire. Et c'est une étude qui nous parle et des origines et du Burundi. Enfin, quand je parle des origines, je veux dire par là les périodes qui précèdent la dynastie Ganoua telle que nous l'avons vue et l'avons vu disparaître dans la deuxième moitié du XXe siècle, plus précisément en 1966. Mais également, il parle de l'irruption du reste de la communauté internationale dans notre région, dans notre pays, avec les approches timides mais nocives du phénomène de l'esclavagisme sous l'impulsion des commerçants arabes venant de la côte Est, mais également de l'approche, ou plutôt également de l'invasion militaire forte de la puissance allemande à la fin du XIXe siècle. Les Allemands arrivent chez nous autour de 1890, si mes souvenirs sont bons. Et après la Première Guerre mondiale, quelques années avant la fin de la Première Guerre mondiale, les Belges leur succèdent, mais souvent nous nous trompons. Nous disons que c'est suite à l'occupation allemande, nous avons été occupés par les Belges. Ce n'est pas vrai. Les Belges ont occupé militairement le Burundi en tant qu'alliés, forces alliées opposées à la force allemande, mais très vite, ils ont eu un mandat international au travers de la Société des Nations qui venait de se créer. Et donc, nous n'avons jamais, nous, été colonisés par les Belges. Les Congolais peuvent dire qu'ils ont été occupés, colonisés, je ne sais pas quel autre terme en termes d'oppression qu'il y a eu, mais le Burundi, de même que le Rwanda, du reste, ont été plutôt dirigés, peut-être quelquefois mal, quelquefois certainement bien, mais c'était un mandat qui leur était donné par le reste de la communauté internationale. C'est un éclairage quand même très important compte tenu de certains discours qui nous parlent de colons belges. Nous n'avons pas connu de colons belges au Burundi. Maintenant, concernant Charles Balanyangha lui-même, c'est un homme qui est né en 1935, le 20 janvier,
Et c'est un homme qui a eu essentiellement une carrière diplomatique. Il a fait ses études à Astrida, comme la plupart des jeunes élites de l'époque. Après Astrida, il a commencé des études à Liège de sciences politiques et diplomatiques, qu'il n'a pas terminé, parce qu'après, ou plutôt au cours de la deuxième année, donc la candidature, comme on l'appelle en Belgique à l'époque, il est appelé, parce que c'est l'indépendance, à devenir le premier ambassadeur du Burundi auprès de la couronne de Belgique, au titre de la couronne du Burundi. Et à partir de là, il a toujours occupé des postes de représentant du Burundi en tant qu'ambassadeur en Belgique, auprès de la communauté européenne, qui est devenue l'Union européenne, auprès de la France, sous De Gaulle, la Suisse, la Grande-Bretagne et bien d'autres pays que j'oublie. Il a connu dans sa vie beaucoup de vicissitudes, car déjà lorsque la monarchie est renversée en 1966, l'année qui suit, puisque le renversement de la monarchie date de 1966, de novembre, en 1967 il est arrêté. Il va être relâché en 1970, je vais parler comme les Belges au lieu de 70, à l'occasion d'ailleurs du passage du roi Baudouin, et Charles d'ailleurs ironise beaucoup là-dessus, parce que lorsque le roi Baudouin est arrivé, et comme on savait que lui, dans sa carrière, avait eu des relations très privilégiées avec Laken et les familles attenantes, il a été celui qui a protocolé le roi dans toutes les manifestations durant son séjour protocolaire de visite d'État au Burundi sous le président Micombero. Mais après le départ du roi, lui est retourné à Mpimba. Il est retourné à Mpimba, vous connaissez le fameux dossier Nhongumburani, n'est-ce pas? Il a été condamné à mort en 1972 pendant la grande guerre civile du pays, et il ne fut libéré que miraculeusement avec les autres, libéré d'Abakwaje, les autres en 1973. Quand je parle de mon oncle Charles, j'ai des sentiments mitigés. C'est un homme qui, sur le plan intellectuel, sur le plan professionnel, si je peux le dire ainsi, est comparable à un grand oiseau comme un aigle ou l'albatros. C'est un homme qui vole haut. C'est un oiseau de long cours. Il voit les choses en termes de grande amplitude, mais également avec une acuité exceptionnelle. Mais comme l'aigle, quand je le compare à l'aigle, vous savez que l'aigle a une particularité. Lorsqu'il vole par mauvais temps, quand les vents sont mauvais, au lieu de se rabattre sur un arbre ou dans un rocher pour s'abriter, l'aigle profite des mouvements ascendants et vole encore plus haut. Et c'est le cas de Charles, je dirais. C'est un homme qui n'a pas peur de l'adversité. Et quelque part même, je dirais que l'adversité le rend plus fort. Mais comme l'albatros, lorsqu'il est sur terre, lorsqu'il revient sur les réalités quotidiennes, la maladresse, presque le déséquilibre l'atteigne. Et ce n'est plus le bel oiseau majestueux que l'on connaît. D'où ce que je vous disais, mon sentiment mitigé à son endroit. Charles Baranyanga, mon oncle que j'admire et que je respecte profondément. Charles est également, donc je vous disais, le fils de Pierre Baranyanga. Et c'est très important pour le sujet que nous abordons, puisque lui-même le dit d'entrée de jeu dans ce livre, que le gros de tout ce qu'il a écrit s'inspire des archives accumulées par la longue vie de son père dans les affaires du pays,
la longue vie de son père en tant qu'homme exceptionnel à titre individuel déjà. Et Pierre Balanyanga est né au début, ou plutôt vers la fin du 19e siècle. Certains donnent des dates, mais en fait, on ne peut pas préciser réellement l'année à laquelle il est né. Mais on peut supposer, puisque nous savons de facto, que les Allemands arrivent en 1890 et qu'à cette époque, il est amené à étudier dans une école qui pourrait être l'équivalent d'une école primaire, disons. C'est un enfant, mais un enfant déjà éveillé. Et donc, on peut imaginer qu'il a autour de 8-10 ans. D'accord? Donc, on peut se dire que c'est un homme qui est né autour de 1880. Lorsque les Allemands arrivent, Balanyanga va être au service, non pas au service, mais va servir, d'abord il va être formé. Pourquoi va-t-il être formé? Parce que lorsque les Allemands occupent le Burundi, je ne le trouve pas dans le livre de Charles, je le trouve dans ce que Pierre Balanyanga lui-même m'a dit, car j'ai eu le privilège de vivre avec lui pendant plus d'1 an chez lui-même à la maison. Et donc il m'a été donné de l'écouter, de discuter avec lui les dernières années de sa vie, depuis les années de sa libération, parce que lui-même aussi a été emprisonné, j'y reviendrai. Disons, plus ou moins, il va être libéré au sortir du dossier Rwagasore. Rwagasore est assassiné en 1961. Il est donc lui-même mis en prison à cette époque. Et sous Michombero, vers, si mes souvenirs sont bons, 68, ou même un peu plus tôt, on lui permet d'être à la clinique pour des soins, comme c'est un vieil homme. Mais à ce moment-là, nous pouvons le voir, il peut rencontrer les gens sans problème. Et vers 69, 70, 1970, il est carrément libéré. Et il vit dans différentes résidences dans la capitale Bujumbura. Et donc, grâce à cela, j'ai pu discuter avec lui et il m'a dit que les Allemands ont obligé les Burundais à leur donner le fils du roi pour être formés. Parce que pour eux, ils se disaient, le sultan, comme ils appelaient le roi, pour qu'il adhère au respect de l'Empire d'Allemagne, il fallait qu'il acquiert une culture allemande. Et c'est comme ça que le petit Mutaga, devant être pris en otage en réalité, les chefs, les princes se sont dit on ne peut pas envoyer Mutaga dans cette histoire-là. D'abord, ils ont refusé. Et ils ont cherché un prince, mais un prince qui n'avait plus de valeur, étant donné que c'était quelqu'un dont personne n'avait d'intérêt particulier. Et c'est comme ça qu'on a choisi parmi les jeunes princes de l'époque Balanyanga, parce que lui-même et ses frères venaient de perdre leur père, Seluvaga, qui était un grand chef à Vianda. Il est mort, eux étant jeunes, et donc il était facile de donner ces jeunes gens, parce que les Allemands ne pourraient pas dire qu'on ne leur donnait pas quelqu'un de sang royal. C'était prouvé qu'il était de sang royal, mais d'un autre côté, personne ne s'en préoccupait. Et c'est comme ça que lui s'est retrouvé, me dit-il, avec les Allemands. Et petit à petit, on s'est rendu compte que finalement, ce n'était pas tellement malsain d'être formé par les Allemands. Et le Mutaga aussi est venu rejoindre Balanyanga dans cette formation. Les conséquences de cette formation, c'est que Balanyanga était, parlait couramment Swahili. Il semble qu'il
parlait un peu allemand, mais moi je n'ai jamais entendu parler allemand. Mais je sais qu'il parlait couramment swahili et que d'ailleurs la radio qu'il écoutait le plus, c'était la Deutsche Welle en version swahili. Et je l'ai entendu parler swahili, il parlait en swahili châtié de Tanzanie. Mais c'est un swahili qui va être également renforcé parce que lorsque les Allemands sont obligés de quitter le pays, ils partent avec lui. Lui décide de partir avec les Allemands. Il part en retraite avec les Allemands. Et il va se retirer avec eux jusqu'à Tabora. Arrivé à Tabora, les officiers allemands avec qui il était lui ont dit qu'ils ne pouvaient pas continuer avec lui. Ils lui ont laissé des documents et des uniformes en lui disant « Nous reviendrons tôt ou tard, et quand on reviendra, il faudra montrer ces insignes et nous saurons que vous êtes des nôtres. » Et c'est comme ça qu'ils l'ont laissé, lui est resté. Et il est resté plusieurs années à Tabora. Donc c'est comme ça que, non seulement ayant appris le swahili du Burundi, de Tanzanie, il a encore amélioré ce swahili qu'il parlait si bien. Il n'a jamais vraiment parlé français, contrairement à ce que les gens disent. Il comprenait un peu, il avait une connaissance passive, mais moi je n'ai jamais vraiment entendu s'exprimer couramment en français, c'est pas vrai. Voilà. La particularité de Balanyanga, c'est que lorsqu'il part avec les Allemands, lorsque le pouvoir des Alliés s'installe au Burundi, il est condamné à mort par contumace. Parce qu'il était un des rares à avoir vraiment été considéré comme collaborateur avec les Allemands. Et au bout de quelques années, comme vous le savez, les Burundais n'aiment pas beaucoup l'exil, quelle que soit la raison, ils finissent par rentrer. Eh bien, lui aussi est rentré et il a eu l'audace de les voir, le haut responsable de l'époque, qui était Pierre Ryckmans, en lui disant, voilà, le Balanyanga que vous avez condamné à mort, c'est moi. Alors, Ryckmans était étonné de voir l'audace d'un jeune homme qui vient lui dire je suis votre condamné à mort. Et il s'est intéressé à lui, il a beaucoup discuté et il s'est rendu compte qu'il était loin d'être banal et que plutôt que de le tuer, il avait intérêt à l'exploiter, à travailler avec lui. Et c'est comme ça que très vite s'est créé un lien affectueux, je dirais, entre Ryckmans et Balanyanga. Au point que Ryckmans va même être son parrain de baptême, et c'est comme ça que Balanyanga va s'appeler Pierre. C'est au nom du parrainage de Pierre Ryckmans. Et dans sa maison, il y avait une photo qui montrait Pierre Ryckmans et il écrivait « À mon cher... comment est-ce qu'on dit mon ici? Voilà, à mon filleul, merci. À mon filleul Pierre Balanyanga, Pierre Ryckmans. Une autre particularité de Balanyanga, c'est que très rapidement, lorsque les Belges sont là, et cela était la réalité déjà sous les Allemands, le Burundi était tiraillé à U et à Dia par plusieurs forces politiques. Vous aviez en particulier Kilima, qui tenait une grande partie du pays du Nord. Et au départ, il y a eu même des hésitations au niveau de la gestion de ce bicéphalisme. Et certains, parmi les Allemands déjà, et d'autres, avaient voulu donner de l'importance qui à Kilima, qui à Machoncho aussi, qui était une rébellion au sein du palais, puisque Machoncho était un prince. Et pour finir, pour le cas de Kilima, en tout état de cause, on a décidé de mater sa rébellion et de remettre ce territoire sous l'autorité du roi Mngezi. Et c'est comme ça qu'on a envoyé Balanyanga avec des troupes
pour pacifier la région. C'était une gageure parce que les gens étaient très mobilisés, les gens aimaient beaucoup Kilima. Kilima était un homme apparemment exceptionnel. Et il est parvenu non seulement à pacifier militairement, récupérer les territoires, mais il est parvenu à retourner la situation au niveau des populations. Je le tiens de mon grand-père, mais Monseigneur le premier évêque, pardon? Merci. Monseigneur Nhuyahaga, dans son oraison funèbre à Balanyanga, il revient parce que Balanyanga, qu'est-ce qu'il a fait? Lorsqu'il a maté la situation, il a fait des prisonniers parmi les grands fidèles de Kilima. Et il les a fait venir. Un groupe important de ces fidèles sont venus, lui ont dit, écoutez, nous sommes fidèles à Kilima. Faites-nous ce que vous voulez, mais nous ne trahirons jamais la mémoire de notre chef. Il a dit, bon, mettez ces gens-là de ce côté-là. Puis est venu l'autre groupe qui se sont mis à genoux, ont commencé à applaudir, en disant, voilà, nous sommes pour le roi du Burundi, nous avons été égarés, ayez pitié de nous, Randa Sabra, etc. Il a dit de mettre le deuxième groupe sur l'autre côté. Puis il a dit, le premier groupe, il faut leur rendre leurs terres, leurs troupeaux et tous les honneurs qui leur sont dus. Quant au deuxième groupe, vous les mettez en prison et on les oublie. Et depuis ce jour, la population de Kungi, Komugamba et ailleurs sont devenus de grands fidèles au roi du Burundi, même s'ils avaient une sensibilité et un amour invincible, je dirais, à l'endroit de Kilima. C'est comme ça qu'il est parvenu à les retourner un peu à la façon de Salomon. L'autre aspect de Balanyanga, je n'irai pas très loin, c'est dans les années 30. C'est un homme qui a beaucoup collaboré avec l'Église catholique. Et à cette époque, on lui a conseillé de cultiver le café. Peut-être avait déjà-t-il vu ça dans l'Est africain. Mais toujours est-il que c'est le premier à l'avoir fait. Et il a planté beaucoup d'hectares de caféiers. Et c'est devenu en réalité l'homme le plus riche du pays, plus riche que le roi, parce que ces plantations étaient exportées en son nom. On exportait le café Bara avant que nous ayons l'Ossirou qui deviendra l'Ossibou après l'indépendance. Et c'est ainsi qu'il est devenu extrêmement riche et extrêmement puissant, le prince Balanyanga. Je terminerai en vous rappelant que vers la fin de sa vie, ce sont ses fils, certains de ses fils et lui-même qui vont être incriminés dans l'assassinat de Rwagasore et Jean-Baptiste Nidende Leza et Joseph Biloli, qui étaient les leaders du PDC, vont être pendus haut et court à Gitega en janvier 63, et lui-même sera emprisonné, comme je vous l'ai dit, mais beaucoup de gens ont intercédé pour lui. Il aurait été question qu'on le tue, mais on ne l'a jamais fait parce qu'on savait qui était cet homme et que si ses fils ont peut-être fauté, lui certainement n'était pas coupable dans l'histoire. La question de la mort de Rwagasore est une question qui reste encore à étudier, à approfondir pour en connaître les vrais commanditaires. Et cela est une autre question que nous pouvons également étudier en son heure. Maintenant, pour revenir, si vous le permettez, à ce qui nous intéresse particulièrement, la question des origines du royaume du Burundi. Ce que
Baranyanga dit, parce que Charles, au début de son livre, et pour certains chapitres, lui-même avoue clairement que tel chapitre, il le reproduit in extenso, comme trouvé dans les archives de son père. Ailleurs, c'est une inspiration. Et moi, je trouve, quand je vois son livre qui est subdivisé en 3 grandes parties, vous avez les origines, vous avez les caractéristiques de ce royaume avec les grands symboles comme les tambours et les autres institutions que nous allons voir. La 3e partie, c'est finalement la route vers le recouvrement de notre indépendance. Et je dirais que c'est surtout les 2 premières parties qui sont réellement d'inspiration de son père, à Charles Baranyanga. Et dans ces 2 parties-là, c'est là où nous trouvons alors la quintessence de ce que nous recherchons, les origines. Et alors, que nous dit-il? Il nous dit d'abord que la région dans laquelle nous sommes, selon des investigations d'archéologues, selon des traditions orales, remonte dans la nuit des temps. Certains outils ont été retrouvés, par exemple, dans la région de Gitega, par des archéologues missionnaires, et se sont rendus compte que, par exemple, une population qui était ici, qui n'est pas vraiment la population des Burundais d'aujourd'hui, c'est une population qu'on appelle les Balengwe. Ça remonte à moins 1210, donc 1210 avant Jésus-Christ, pour vous donner un peu l'ampleur de la situation. Et c'est des fouilles qui se sont passées à Mubuga Gitega en 1972. Ensuite, on nous parle également à côté des Barengwe, on nous parle également d'une autre population qui, elle, a formé réellement un empire qu'on a appelé les Batembuzi. Et cet empire Batembuzi aurait prospéré dans toute la grande région du lac Victoria. Le lac Victoria, qui est un énorme bassin entouré de montagnes, c'était donc un réservoir protégé et qui permettait aux différentes migrations, car il y avait énormément de migrations selon les sécheresses, selon les luttes que les populations faisaient, les populations qui venaient dans cette région ou quittaient la région, et l'empire des Batembuzi se serait installé à cet endroit-là. Ensuite, chez nous, plus précisément, je vous parle de Sebalengwe, qui se serait installé sans créer réellement de structure étatique comme telle. Bernard Lugan, par exemple, dit dans God Bless Africa, les Renge dans la région interlacustre, au Rwanda et au Burundi notamment, sont attestés dans les traditions orales. C'est une population différente des Pygmées et qui était déjà installée quand les ancêtres des Hutus et des Tutsis arrivent dans la région. À côté donc de ces différentes migrations, parce que je vous fais grâce de tout ce qui se passe en Afrique de l'Ouest, en Afrique australe et ailleurs, il nous parle alors cette fois-ci de quelqu'un qui arrive brutalement dans la région, et c'est le fameux Kimanuka, que l'on surnomme Kigwa. Kimanuka, Kigwa, parce que la tradition veut qu'il tombe du ciel. Il est chargé, semble-t-il, dans ses mains de sorgho, de courge, d'une autre plante qui est apparentée à l'épinard qu'on appelle isogi.
Et il arrive, apparemment, il atterrit, puisqu'il vient du ciel, avec sa sœur et un Mutwa du nom de Mihuavaro. De même, accompagné d'un troupeau sacré appelé Isanga, dirigé par un taureau qui s'appelle Rugira et de la principale femelle qui s'appelle Ingizi. Mais également, le troupeau est accompagné par des moutons et des béliers, comme d'ailleurs traditionnellement c'est toujours le cas, et le grand bélier du troupeau s'appelant Nyabuhoro. Et il aurait atterri, semble-t-il, à la lisière de la Kiwila. Kigwa va épouser sa sœur. Ils vont avoir un enfant, ils en ont eu sans doute beaucoup, mais celui qu'on retient dans la tradition, c'est Gihanga, qui serait l'ancêtre en fait la multitude des royaumes interlacustres, parce que Gihanga va avoir plusieurs épouses, mais la tradition retient 3 femmes. Nyamususa, que l'on a déjà évoqué la dernière fois. La deuxième, c'est Nyinamhirangwe, et la troisième, Nyangobera. Nyamususa va avoir plusieurs enfants, mais la tradition retient 2, Kanyaburundi et Kanyagwanda. Nyinamhirangwe nawe va avoir un enfant que l'on retient, qui s'appelle Gafano, mais surnommé plutôt Gashubi, qui va diriger le Bushubi, va créer également le clan des Bashubi. Kanyaburundi, vous voyez de quoi il s'agit. Kanyarwanda, je n'y reviens pas non plus. Nyangobera Nawe va avoir deux héritiers, enfin 2 enfants qui viennent de Gihanga toujours. L'un est Kanyankore et l'autre Kanyabugesera. Kanyankore qui va créer le royaume de Nkore et l'autre du Bugesera. C'est des royaumes qui vont rester en relation étroite malgré les divers conflits. Ça restera quand même extrêmement proche. Dans l'ouvrage de Charles, il saute directement sur la description des clans, mais ça, je préfère y revenir après. Mais je veux d'abord continuer sur la question des origines de Nhare, n'est-ce pas? Voilà. Nhare, vous avez vu que nous avons un certain Kigwa ou Kimanuka qui viendrait du ciel, mais nous avons également une autre tradition qui nous parle d'un Nhare qui s'appelle à l'origine Karemera. Karemera serait à la cour, ou plus exactement au Rwanda. Et c'est un homme tout à fait banal, mais il parvient, banal au niveau des origines, je dirais, mais il est parvenu à se créer un certain réseau d'influence, et c'est comme ça qu'il va savoir qu'il y a un grand prophète qui s'appelle Mashira. Et il sait également que ce prophète, Mashira, ne prophétise jamais sans qu'il ne soit en situation de colère. C'est lorsqu'il est en colère qu'il est inspiré et qu'il donne certaines vérités. Et alors, que fait Karemera? Il va faire divaguer son troupeau dans les champs de Mashira. Lorsque Mashira voit l'affaire, c'est là qu'il va s'emporter et
dire la chose suivante. Montrez-moi ce vaurien qui saccage mes plantations au lieu de se rendre au sud dans un pays sans roi pour en devenir le souverain. Ah, Kalemera, qui était en embuscade, comprend que son destin est un destin royal et que ce destin royal n'est pas au Rwanda, mais dans le sud du Rwanda. Et c'est comme ça que Kalemera va également rechercher, parce c'est un homme, c'est un stratège, et c'est un homme qui essaye de rassembler tous les atouts pour lui, et il va aller vers un autre prophète qui s'appelle Shaka, fils de Bakeva, et d'un autre qui s'appelle Mitimigamba, fils de Horandazi. Ce sont des Bahutus du clan des Badjidji. Et ces gens-là vont, en fait, c'est pas tant Kalemera qui va vers eux. Kalemera, lui, ayant appris sa destinée extraordinaire, va aller vers le Burundi, dans la région du nord, là, vers Hidjene et ailleurs, et il va se cacher dans une grotte. Je retrouverai le nom de la grotte. Et on nous dit que Shaka, qui venait d'un lieu précis, et Mitimigamba d'un autre lieu différent, ont été inspirés et ont su que dans une région qui s'appelle Idjeri, qui est en fait un lieu de pèlerinage des populations depuis toujours, se trouvait quelqu'un qui avait une destinée hors du commun. Et donc, ils s'y sont rendus et l'ont trouvé. Et le trouvant là, Mitimigamba a décidé de le présenter à la population locale de la région. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, nous avons vu un qui est tombé du ciel, celui-ci se trouvant dans la grotte. Lorsque Mitimigamba le voit, il est quand même un peu préoccupé parce qu'il ne ressemble à rien. Il est couvert de poils et de cheveux, il est hirsute, il ressemble plus à un fou qu'à un homme normal. Et il se dit, mais cet homme ne va jamais être accepté si je dis que c'est celui qui va devenir roi. Et alors, il veille d'abord à ce qu'il reste un peu dans sa grotte. Et parlant de sa grotte, sa voix est amplifiée. Donc ça impressionne les gens. Et Mitimigamba, profitant de cela, va également l'annoncer, faire en sorte que théâtralement ça soit crédible. Et il va dire, voilà, nous avons en fait Narelushatsi, un homme qui a la force d'un lion et en plus hirsute. Narelushatsi, avec sa peau de bête, de mouton sur lui, Chambaranhama. Et il ajoute, Narelushatsi, Chambaranhama, Lushonje Luzokira. Pour encourager les gens à savoir que même si par hasard il le voit et qu'il trouve qu'il n'est pas tout à fait dans le standard adéquat, c'est quand même quelqu'un qui a un avenir et qu'il ne faut pas s'inquiéter si il se trouve comme ça. Et d'ajouter, Iwuyelito Niribarito. Et c'est comme ça qu'on va l'emmener, Mitimigamba et Shaka vont l'amener après acclamation, vont l'amener à Remera, Yamanini, pour être intronisé. Mais vous savez qu'au Burundi, jamais on ne donne de responsabilité à un célibataire. Donc, on va le marier. Et on va lui donner une jeune fille du clan des Bahanza, donc une Hutukazi. Et c'est ainsi que Nare, le Kalemera en question, va constituer un conseil qui sera dirigé par Shaka. Ils ont quelque chose qui ressemble à un gouvernement. Et Mitimigamba, lui, va prendre le secteur de la défense. Ça va être quelque part son ministre des armées. Machila, rappelez-vous,
celui qui avait traité le roi de petit vaurien, mais qui n'a qu'à aller là où il n'y a pas de roi pour devenir le souverain, les rejoint. Et lui aussi va travailler sous l'autorité de Nare, et d'ailleurs connaîtra une grande progéniture. Et va s'installer, sa progéniture va s'installer près de Mugera. Mais Machila va connaître la disgrâce, on pourra y revenir si c'est nécessaire, et lui va s'en retourner au Rwanda, mais ses descendants vont rester au Burundi et auront un destin assez prestigieux. L'autre origine de Nare, c'est l'abbé Sébastien Ndoveye ou Ndoveye? Ndoveye. Do, il n'y a pas de N. Non. Ah, ok. Ndoveye, qui a écrit une lettre le 31 juillet 1947 à Baranyanga pour attester effectivement que Karemera, d'après lui, est effectivement celui qui deviendra Nhalerushatsi et que lui-même serait de l'ethnie Hutu du clan des Badjidji. Pour dire que les Ganois, pour certains, sont des Bahutus à l'origine, n'est-ce pas? Luc de Hush va dans le même sens, sauf que lui les apparente au clan des Bahinda. Et Baranyanga de dire cela n'est pas étonnant dans la mesure où la royauté burundaise, à côté des symboles liés à la pastorale, ont également des symboles extrêmement importants liés à la terre. Les attributs royaux, c'est par exemple le marteau. Cela revient également dans les rites ésotériques de l'intronisation ou du mariage du roi. Toutes les nourrices des rois, des princes, au départ sont des Hutus exclusivement. Et c'est elles qui allaitent les enfants. Vous savez que allaiter est une chose extrêmement importante. En Kirundi, celle qui vous allaite est réellement votre mère, quelque part. Le prince Nduwumwe, Louis Nduwumwe, que l'on appelle également Nihinda, celui qui ne se dérobe jamais, n'est-ce pas, confirme également l'origine Hutu de la dynastie burundaise. En revanche, d'autres le contestent, mais Charles ne donne pas de nom de ces contestataires, mais moi, ce que j'avais entendu assez longuement avant, on disait que Baranyanga aussi était de cela, mais visiblement, je ne l'avais pas retrouvé. Mais en tout cas, d'autres disent que les Ganois seraient plutôt d'origine Tutsi, du clan Yabasindi, ou Abasindi, de la première dynastie rwandaise. Et que cela se retrouve également dans les rituels secrets de la royauté au moment du deuil, de l'intronisation et de la succession. Et Charles de conclure de manière très importante, à mon avis, à ce sujet, lorsqu'il dit, et je le cite, « La règle d'or constante de la royauté Murundi est de ne jamais se considérer comme appartenant à aucun des clans dont elle est plutôt suzeraine et protectrice. » Et cela est vrai. Ce n'est pas à vous que je vais apprendre que dans les années de l'indépendance, au Rwanda, lorsque on a essayé de diviser les nations burundaises et rwandaises dans les années 60, au Rwanda, on a favorisé l'émergence d'une révolte Hutu au travers du Parlement Hutu. Et les Hutus se sont révoltés et ont chassé la royauté, considérée comme Tutsi. Hein, la dynastie Banyiginya est définie comme Tutsi. Alors qu'au Burundi, la prise de l'affaire ethnique n'a pas du tout pris, parce que ce soit le parti nationaliste du prince Rwagasore, il y avait des Hutus, des Ganois, des Tutsis et que sais-je dedans,
dans le parti opposé à l'UPRONA, le PDC et ses alliés, il y avait également des Tutsis, des Ganois, des Hutus et toutes les composantes nationales. Donc on n'a pas pu créer réellement quelque chose qui se base sur une confrontation ethnique parce que le Burundi a toujours été très lié entre eux. C'est encore un sujet qui mériterait d'être abordé et aller loin. Alors, l'autre origine de Karemera, ou plutôt de Ntare Rushatsi, selon cette fois-ci Charles, pour une fois dans cette partie, il dit « selon moi », dit-il. Il dit que Rushatsi serait effectivement Karemera, mais sans pour autant être rwandais. Parce que d'après les traditions orales recueillies à ce sujet, Karemera avait déjà évolué du côté du Bourra. Et on le connaît au Bourra, on le connaît en commerce avec les grands notables de la région là-bas où il y vécut. Et on ne dit pas qu'il était rwandais. Mais lorsqu'il arrive au Rwanda, il s'arrange, le Karemera dont on a parlé depuis tout à l'heure, pour se définir comme étant lui-même issu de la cuisse de Jupiter, c'est-à-dire de la famille royale rwandaise. Et c'est comme ça que, au sein de la dynastie Banyiginya, il prétend descendre d'un certain roi, le sixième roi de cette dynastie, qui s'appelle Ndoba, qui engendra Nyamuhaza, qui lui-même engendra Sinzi, et Sinzi Karemera. Il va connaître, d'après Charles, beaucoup d'années d'errance au Burundi déjà. Il va aller au Mosso avant d'aller au Rwanda pour déjà concevoir sa politique de pénétration dans le pays. Et on dit de lui, toujours dans ces autres traditions, qu'il serait, comme vous l'avez vu, tombé du ciel, qu'il viendrait de l'Est, qu'il viendrait du Nord. Tout ça, en fait, pour créer quelque part une aura extraordinaire, hors du commun, et justifier ainsi son appartenance à, non, plutôt sa légitimité à prendre les pouvoirs. Lorsque, comme on l'a vu, Ntare Rushatsi s'installe, il ne va pas avoir tout de suite la vie facile. Il va devoir combattre des principautés, comme la principauté qui se trouve dans le Bwelou, avec Fombidje, un prince Hutu. Il va également devoir devoir également se battre contre Djabge, qui lui avait une grande partie du pays. Mais la grande guerre sera avec les Bahinda, avec Ruhinda, qui va durer longtemps, qui va durer, d'après les informations dont on dispose, on estime que ça a peut-être duré même une vingtaine d'années, au point que même dans le langage courant, les Barundi, vous savez que les Barundi ont l'habitude de se saluer à l'époque en disant « Girumwami », et si il le faut, on disait « Girantare », si c'est Ntare qui est au pouvoir, ou bien
Gila Mwambutsa et consorts. Mais là, pendant cette période, la salutation consistait à dire Gilana et Najabg. Donc, parce que justement, les gens étaient dans une grande instabilité. Et il a fallu une guerre qui a connu des batailles, dont une grande bataille, par exemple, que l'on situe à Machéigno. Voilà donc pour, si vous voulez bien, les grandes origines de Nale, selon ce que nous propose la famille Baranyanga. Ce que je voudrais ajouter à cela, c'est un peu je ne dirais pas que c'est une digression, mais c'est une annexe liée à ce que nous disons, la question des clans. Les clans, comme on l'a vu, est l'élément fondamental, la cellule de base des communautés, puis de la nation. Le clan comprend des descendants d'un même fondateur, qui peut être réel ou mythique, n'est-ce pas? Alors, les gens peuvent se permettre de passer d'un clan à l'autre lorsque, par exemple, on expérimente le phénomène de Kwihutura. On peut passer du clan dans lequel on était dans un clan mieux apprécié, n'est-ce pas? Kwitwatura également. Au sujet des Baganois et des princes, on parlait plutôt de Boutahil. C'est une manière d'échéance, mais lorsque ces Baganois n'étaient plus, ne correspondaient plus à la dynastie au pouvoir, et ils devenaient ce qu'on appelle Abafasoni, n'est-ce pas? Il arrivait également que au sein des Baganois, il se crée des clans, de nouveaux clans, en fonction d'événements importants ou de faits qu'un personnage déploie au point qu'on lui reconnaît la possibilité de devenir un patriarche. Mais ça, seul le roi avait le privilège d'élever ou de déchoir quelqu'un à ce titre-là. C'est comme ça que, par exemple, le roi Mutaga III a créé Abasine à Barango. Lorsque la nouvelle dynastie a mené Mutaga IV Mbikidje. Et nous avons également ce qu'on nous apprend, des clans que vous retrouvez dans la région interlacustre en général, au Rwanda, Anhole, Mukaragwe et Buha, comme Abasinga, Abahondogo, Abenengwe, Abashingo, Abajiji, Abazigaba, Abakono, Abahima. Tous ces clans se retrouvent à peu près dans les différents royaumes. Enfin, je voudrais, charité bien ordonnée, commençant ou terminant par soi-même, faire allusion au Babibe, parce que moi je suis Moubibe. Les Babibe datent en réalité de Mngezi de Mbibe, plus ou moins dans la deuxième moitié du XVIe siècle. Les enfants qui sont issus de ce Mngezi II, qui n'ont pas été, donc en dehors de l'héritier, sont appelés Ababibe. Et ces enfants... Alors, une autre chose qui est importante au sujet de ce Mngezi II, c'est que contrairement aux autres rois, en fait, tout à fait hors du commun, ni attendent.
il n'est pas mort. Vous savez que le roi, en fait, Gutanga, c'était une mort rituelle, on le tuait. Les sages, en commun accord avec lui, on disait, voilà, il est temps de partir, chef. Et il partait de deux manières. On pouvait, soit il acceptait d'être empoisonné, soit il était étranglé. La reine-mère également suivait le même usage, sauf qu'il y avait également une troisième possibilité, c'était qu'elle, on pouvait la tuer par gavage de lait. D'où l'adage qui dit que alors, pour Ababive, ce sont devenus des intronisateurs. Il a été décidé que toujours les Ababive seront des intronisateurs, que donc ils préparent tout le rituel lié à la mort du roi. Ensuite, c'est eux également qui préparent le Muganuro. Pour l'anecdote, par exemple, je sais que lorsque le roi Nhale V a été intronisé, Charles avait été invité aux cérémonies. Il est rentré, il a rendu compte à son père de la façon dont les choses se sont déroulées. Et le vieux Walanyanga lui a demandé, mais d'après ce que j'entends, et l'autre a dit non, il n'y a pas eu de ça, Babi est dans la Feyo, il a dit non, non, ça ce n'est pas une intronisation. Donc l'intronisation au Muganuro est gardien des marches du royaume, la frontière. C'est là où il devait s'installer. Et l'adage qui dit Nhambi Benanhare veut en fait faire comprendre qu'il n'y a pas de différence entre eux et les descendants des rois régnants. Alors, je vais terminer cette fois-ci avec une petite digression au sujet de la dynastie. Il y a une dynastie qui, à l'époque de Gihanga, circulait plus ou moins dans le pays, qu'on appelle la dynastie des Vega, d'accord, qui n'est pas celle du Rwanda. Cette dynastie des Vega est très mal connue, mais on sait que cette dynastie avait connu également les fameux 4 noms dynastiques du pays. On sait qu'elle a donné naissance à 2 phénomènes extrêmement importants au Burundi, tout en disparaissant elle-même en tant que force monarchique, politique. Elle a disparu en tant que telle, mais les Baganois de la dynastie d'Enhale ont eu l'intelligence de les récupérer et d'en faire des gens extrêmement précieux dans l'appareil, dans la mécanique de gestion du pays. Et c'est ainsi que ces fameux Vega sont eux qui sont à l'origine du code ésotérique du Burundi. Beaucoup de gens pensent que nous n'avons pas de code ésotérique à l'instar du Rwanda, parce que le code ésotérique du Rwanda a eu la chance d'être transcrit par l'abbé Alexis Kagame, qui lui-même faisait partie du clan des Biru rwandais. Mais tout concorde à dire qu'au Burundi, pas le même code, mais un code du genre existe, est très important. Et parmi les gens qui ont assuré la pérennité de ce code, c'est un représentant de ce clan de Vega du nom de Ngoma. Avec votre permission, j'aimerais bien non, j'y reviendrai plus tard. Ngoma qui va avoir une descendance que le Pierre Baranyanga a suivi. Ngoma a eu un fils qui s'appelle Gwira,
où il a eu un fils qui s'appelle Sedzilakidza. Sedzilakidza a eu Senhore. Senhore a eu Baranshamaje. Baranshamaje a eu Nhaguranwa. Et Nhaguranwa a eu Tarsis Rubulisoni, que certains ont connu quand même. Si vous ne le connaissez pas, certains ont connu Tarsis Rubulisoni. Il est donc issu de ce clan des Vega qui a disparu en réalité, mais qui est devenu dépositaire du code ésotérique. Pas seulement du code ésotérique, c'est eux qui sont à l'origine de l'institution du Bushinganai. Mais là, je ne vais pas m'y étendre. Les prestigieux représentants de cette institution sont parmi nous. Mais je veux dire seulement une chose extraordinaire sur le Bushinganai. C'est que, bien avant Montesquieu, le Burundi, dans sa gouvernance, avait compris l'importance, l'urgence, la sacralité de la séparation des pouvoirs. Il n'a pas, le Burundi, dans la monarchie ganoise burundaise, n'a pas créé les 3 pouvoirs indépendants, mais tout au moins a-t-il séparé le pouvoir religieux qui était en association avec l'exécutif du pouvoir judiciaire. Et le pouvoir judiciaire étant tenu par Abashinganai. Abashinganai qui étant eux-mêmes issus de la population simple, les Tutsis simples, les Hutus simples. Tout homme, aussi longtemps qu'il est méritant, pouvait être au Bushinganai. Alors, une chose encore plus intéressante qui prouve que ce concept de séparation du pouvoir était sacré, c'est qu'un Muganwa ne pouvait jamais être au Bushinganai. Parce que justement, il devait gérer le quotidien, susceptible d'être injuste, susceptible d'opprimer les gens. Il fallait donc qu'il y ait le contre-pouvoir qui puisse balancer cette force. Et c'est pour ça que même lorsque vous étudiez, et ça je n'ai pas voulu m'y étendre aujourd'hui, sur la personnalité, le pouvoir incarné par le roi depuis Nale Lushatsi, c'est un monarque qui est à la fois un monarque absolu, mais en même temps un monarque totalement prisonnier par les institutions, par la loi, et par les us et coutumes. Il ne pouvait pas faire ce qu'il voulait. Et c'est pour ça qu'il y a l'adage qui dit Yuko umwami agigwana bagabo. Voilà, je crois pouvoir m'arrêter ici, mais avec votre permission, terminer en disant que la famille Baranyanga n'est pas connue pour simplement, je vais trop dire, mais n'est pas connue seulement pour cette capacité de déposition de la tradition. Elle est malheureusement aussi connue, comme vous le savez, par cet événement tragique de la mort de Rwagasore, sur laquelle on lui porte la responsabilité. Et je pense qu'il sera bon qu'un jour nous étudions cela. D'autres ont fait cet effort. Et je pense que ce serait très bien. Pourquoi? Non pas parce que moi je sois issu de cette famille, ce n'est pas là l'important, mais parce que il y a des faits qui construisent une nation. Et si on n'a pas la force, le courage, la lucidité de les regarder en face, nous ne pouvons pas avancer. Si nous n'étudions pas de manière froide, sincère, ce qui a pu détruire un homme comme Rwagasore, nous ne pouvons rien faire de bon dans le pays. Si nous n'étudions pas comment nous avons pu nous déchirer en 72 et les conséquences de 72 qui nous traquent jusqu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas construire notre nation. Je vous remercie. Je tiens beaucoup à féliciter Jean-Marie. Il est très fidèle au livre de Charles Baranyanga, lequel est fidèle à la tradition orale de Pierre Baranyanga. Parce que moi, j'ai eu le bonheur
de suivre la préparation de ce livre. Baranyanga est venu me trouver, il m'a demandé de l'aider à corriger. J'ai lu, relu, je lui ai dit, mon ami, le fond, je ne peux pas le corriger. Tu l'assumes suite à ton père. Je vais simplement corriger la mise en forme, c'est-à-dire le plan et l'ensemble de la forme, tout simplement. Nous avons travaillé ensemble, j'ai même contribué à diffuser le livre par après, je l'ai présenté au public. Et donc c'est dire combien je connais le fond. Et tu es très fidèle, Jean-Marie. Je tiens à ce qu'on te félicite encore. Tout à fait. Alors, il y a eu beaucoup de prononciations qui n'étaient pas tout à fait justes du point de vue de... Je ne peux pas y revenir, mais j'aimerais dire que beaucoup de prononciations n'étaient pas très justes du point de vue du Kirundi. Donc, ne prenez pas cela comme un dogme, mais ce n'est pas grave, ça. Ce sont les secrets de la Stella Matutine. Ouais. Oui, tout à fait. Alors, moi, ce que je retiens, je pense qu'on va passer au débat, puisqu'il est déjà temps, et aux questions. Ce que je retiens, moi, de tout ce qu'il a dit, c'est que Ndare Rushatsi a eu avant tout un destin royal. C'est bien dit, je te remercie beaucoup. Donc, les traditions historiques sur lui divergent, elles sont nombreuses, les relèvent toutes. Et on n'a pas à se déterminer sur l'origine de Ndare Rushatsi à tout prix. Ce n'est pas indispensable. Mais de comprendre la mentalité qui s'en est suivie, c'est plus important. À propos de l'ethnie de Ndare Rushatsi, et encore une fois, moi j'ai retenu simplement qu'il n'était d'aucune ethnie, ni d'aucun clan existant. En fait, on lui attribue beaucoup de clans et beaucoup d'autres choses, mais les rois ont toujours dit qu'ils n'étaient d'aucune ethnie et qu'ils n'avaient pas de clan au départ. Donc c'est important tout cela pour souligner le caractère mystérieux de notre monarchie. Et surtout à l'époque, comme nous l'avons déjà découvert, c'était les clans qui incluaient les ethnies. Alors quand on dit que tel était de telle ethnie, on ne conclut pas nécessairement qu'il était Hutu ou Tutsi, c'est très difficile. Donc qu'il était de tel clan ou de tel clan, on ne peut pas conclure automatiquement qu'il était Hutu ou Tutsi. Donc c'est dire combien nous avons un problème complexe. Baranyanga est lucide, et je suis admirateur surtout de ce grand Pierre Baranyanga, qui, de traditionnel qu'il était, a travaillé en moderne. C'est un homme rare, ou presque unique, vraiment. Voilà donc moi ce que je voulais souligner suite à Jean-Marie. Que d'autres fassent des commentaires ou posent des questions, c'est tout à fait le bienvenu. Monsieur l'abbé, ce que je peux ajouter à votre commentaire, c'est que moi je n'avais pas voulu oser parler de votre contribution avant que vous n'interveniez vous-même, mais je sais, et Charles me l'a dit, vous êtes très modeste lorsque vous dites que vous avez contribué à Utosora. Non, vous y avez beaucoup travaillé et ça se ressent. Ah, pardon. Voilà. Non, c'est toi qui divises les débats. D'accord. Je félicite Jean-Marie
c'est vraiment important ce qu'il vient de nous livrer. Moi, je viens du nord, de la province de Ngozi. Dans le temps, Kayanza était un arrondissement de la grande province de Ngozi. Donc, je viens de la même province que Paranyanga Pierre. Et dans ma jeunesse, j'entendais parler de Pierre Paranyanga depuis ma petite enfance. C'était un grand chef. Un grand chef à côté de l'autre grand chef Ndoumoum. Ils étaient d'ailleurs très voisins. Et très amis. D'abord, ce n'est pas ce que j'ai entendu. Si. Okay. Non, j'ai entendu le contraire plutôt. Oui, c'est vrai qu'on en a parlé. Ils étaient rivaux, mais ils étaient très amis. Ils étaient amis et ennemis à la fois. Des ennemis intimes. C'était plutôt des ennemis intimes. Parce que quelqu'un m'a raconté, un petit détail pour un peu rigoler, que je m'étonne que... Je fais marche arrière. Je m'étonne que vous n'avez pas rappelé que Paranyanga, c'est le constructeur de la paroisse de Ruganza, de sa propre poche. Oui. Hein? Et pourquoi est-ce qu'il a... Parce que Ndoumoum, qui est à côté de Gatara, un jour, Ndoumoum est venu trop tard à la messe. Les deux grands chefs assistaient à la même messe. Alors, Paranyanga était toujours à l'heure. Et Ndoumoum ne venait jamais à l'heure. Mais malheureusement, il y avait une seule chaise pour un chef, alors qu'il y avait deux chefs. Aïe. Ce qui n'était pas arrangé, le prêtre. Il avait placé une chaise, et Paranyanga était le premier, il s'est assis sur la chaise. Ndoumoum est venu après, Ndoumoum s'est mis à côté de Paranyanga. Paranyanga était tout petit. Ndoumoum était tout grand. Moi, je les ai vus tous les deux. Alors Ndoumoum est allé kusita Paranyanga kushika mwirukana kuri ya ntebe. Ndoumoum s'est assis. Paranyanga est resté debout. Mais le prêtre, il a vite cherché une deuxième chaise. Depuis ce jour, Paranyanga n'est plus jamais retourné à Gatara. Il a construit sa propre église, Ruganza. C'est un détail. Voilà. Alors, revenant au sujet qui nous intéresse aujourd'hui, ça c'était un détail. Et oui, encore un petit détail, les Blancs, même si Paranyanga a construit une église de Ruganza, ils se sont étonnés du fait que Paranyanga ne va jamais se confesser. C'était encore un petit détail. Qui est ce grand chef qui a construit une église de sa propre poche, mais qui ne se confesse jamais. Je ne sais pas si c'est vrai. Hein? On me l'a dit seulement. Enfin, je vais continuer sur le sujet d'aujourd'hui. Moi aussi, j'ai remarqué que Paranyanga était un homme très très important. Un jour, en Ngozi, il y avait une grande festivité, je ne sais plus laquelle, mais Paranyanga était seul au stade de Ngozi, un peu derrière le nouveau bâtiment de la province, très tôt le matin. Il était arrivé à l'heure seul, avec son costume blanc et son képi blanc. C'était la première fois que je voyais un costume comme ça, et la dernière aussi. Alors, il était considéré comme un homme très correct, très intelligent et très ami des Blancs. On raconte même que Paranyanga, lorsque un blanc de Kayanza, un belge de Kayanza se comportait mal, et qu'il disait au gouverneur général Arwa, résident général Arwa, il était résident général après il était vice-gouverneur général du Congo du Rwanda-Burundi, et que Paranyanga faisait un rapport contre un blanc, un belge, et tout de suite il quittait Kayanza. C'est ça qu'on dit. Alors, Jean-Marie, pour le sujet que vous avez présenté, après ces petits détails que je vous raconte pour rigoler un peu, vous nous avez présenté dans le temps votre généalogie des Babibé. Et vous alliez très loin, jusque justement, comme vous le dites, à Mwezimbibe 2.
c'est 1500 quelque chose 1500 quelque chose, oui. Est-ce qu'à partir de là, ça c'est ma question, est-ce qu'à partir de là, votre famille, quand même qui va jusque loin, vous avez les noms, parce que vous nous les avez donnés. Est-ce qu'à partir de là, pour un peu voir clair dans la suite de notre monarchie, est-ce qu'à partir de moi, Zimbabwe, vous n'avez rien plus haut? Vous n'avez rien plus haut pour concrétiser un peu. Je ne sais pas si vous comprenez ma question. Vous avez compris la question? Ouais. Merci, c'est ma question. Sinon, la tradition que vous nous avez racontée ressemble beaucoup à d'autres que nous avions entendues ici. Ça confirme. Une deuxième petite question. Je sais personnellement que Baranyanga Pierre était un grand ami de Rudahigwa. Je le sais, personnellement je le sais. C'est d'ailleurs les deux sœurs noires qui pouvaient loger au Pagidas. Il y avait Baranyanga et Rudahigwa. Et je sais que... Ah non. Non. Mwambutsa n'a jamais, il n'en avait pas l'autorisation. Il avait un petit inzu yiwe là où chez le Prona, là où Shibura d'ailleurs finalement. Et voilà. Il ne pouvait pas aller jusqu'au Pakidas. Alors, l'amitié avec le Dahigwa, vous disiez. Oui. Alors, le code ésotérique du Rwanda, puisque c'est la première fois d'ailleurs que j'entends que nous y avions un code ésotérique, c'est nouveau, peut-être je vais reposer la question là-dessus. Alors, est-ce que ça ne peut pas nous aider? Je repose une deuxième question. Semblait la première, le code ésotérique du Rwanda ne peut pas nous aider à y voir plus clair dans notre code ésotérique à nous, que moi j'ignorais absolument avant que vous n'en parliez, et de voir plus clair dans notre dynastie ganoise. Merci pour votre attention. Naoma 1. Oui. Il y a mémoire et de licence en histoire à l'Université du Burundi. Oui. Sur Balanyanga. Effectivement, c'est important. Peut-être on pourra le lire et l'exposer un jour. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans votre exposé, c'est en fait l'importance des traditions orales et surtout ce qu'on appelle les traditions du Nord, qui nous rappellent et qui insistent sur une activité politique intense avant Ntare Rushatsi. Avant la dynastie pré-ganoise. Donc, si on veut vraiment comprendre le Burundi d'avant Ntare Rushatsi, c'est cette partie du Nord, les traditions du Nord en fait. Samedi passé, on en a parlé, qu'il existe une sorte de foyer de pouvoir dans cette partie entre Butare et Kirundo. Donc, il y a deux liens importants entre le Burundi et le Rwanda avant Ntare Rushatsi. Ça, c'est important. Parlons de traditionalistes. Si au Burundi, on n'a pas de traditionalistes, d'une manière institutionnalisée comme le Rwanda, on a des familles où on a ces témoignages qui sont transmis de génération en génération. Et ça nous permet en fait d'avoir cette diversité, une sorte de débat, parce qu'on a plusieurs versions émanant de plusieurs familles. C'est quand même important, on peut l'exploiter en profondeur. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup de l'exposé. C'était très instructif. C'est aussi la jeunesse qui ne connaissent pas l'histoire de notre pays. Mais je tiens à vous poser une question sur Baranyanga. On m'a dit que
de retour de la prison, il logeait en face d'Okapa. Là, on avait Netanef là-bas. Mais je veux savoir, est-ce qu'il est mort quand? Ma deuxième question concerne, si on disait que Baranyang a été riche, c'est bien a été spolié. Pardon? C'est bien. Oui. A été spolié après. Ngaha. Hanyuma nce nishyuye izo intervention zitanu. Kazi. bwa mbere ibijyanye na Pierre Baranyanga wenyine ubwiwe bavuze ko yarazi igiswahili cyane kandi nivyo kuko ngaha muri igitabo cyanditswe sura direction de Mworoha kimwe nagira ko expose ejo bundi hariho un extrait mwe mwavuze ivyo Charles yanditse mugabo ngaha harimo ivyo Baranyanga Pierre wenyine yivugiye abivuga mu giswahili bien traduit en Kirundi. Il récit c'est Georges Smets en 1935 niwe yayanditse pour dire yuko ngaha entre guillemets c'est beaucoup plus original. Absolument. Parce que ça vient de lui. Ico ni cambere hama ica kabiri niya bijya vyo bavuga vyo mu Kanyaru les origines ngoma ira Kanyaru c'est pratiquement cela nta ma détail particulier sauf que uwo bashaka kuvyumva neza bivuye mu kanwa kiwe peut-être mais sinon ça converge sur Mashira le devin ingene yoba yaramenye yuko azomwame n'ingene yaje bon hari ibintu vyinshi bavugamo bon uwo nuwo shaka ngira ngo kubikurikira neza hanyuma ejo bundi tuko turavuga la définition du pouvoir royal hari ibintu bibiri twavuze ugambe na mbere kubija hari ibintu bitatu bikomeye cyane ubwa mbere mwami ikintu cyari gikomeye cyane iwe hariho le rôle des armes hanyuma la vénération religieuse hama les solidarités lignagères ivyo nanayivuze ejo bundi peut-être we wari waje mugabo ariko nanayivuze baravuga yuko kubijanye n'ubwoko bon no bisoma ngira ngo vyaba vyiza bavuga ngo les traditions sont encore plus silencieuses sur l'appartenance à un ubwoko Hutu-Tutsi contrairement à ce que la littérature coloniale a voulu leur faire dire afin de justifier l'hypothèse d'une invasion Tutsi. Certaines sources font donner Rushatsi à Muhanza, du nom d'un lignage Hutu réputé en matière de forge et d'apiculture, mais cette affiliation serait due en fait à sa grand-mère paternelle, la femme que Nwero aurait épousée très près de Bururi. Beaucoup de grands lignagés Tutsis se sont ultérieurement rattachés à Ntare, mais les traditions mettent davantage en valeur les groupes qui l'ont aidé, notamment les Bajiji, restés les grands maîtres du Muganuro, et des nécropoles royales, et les Bashui, responsables des bois sacrés de Mugera, de Higiro, mais aussi de Banga et de Nyamigango, donc associés aux deux cycles. L'importance des liens de type matrilinéaire dans ces légendes met finalement le Mwami au-dessus des lignages. Donc ntabwo kubavuga ati umwami ntabwo kubwiwe. Hama ka gatatu c'est par rapport à l'origine de Bashingantahe. Sinibuka l'origine de Bashingantahe aho mwayishize mugo c'est toujours abega ngaha naho mugabo bavuga yuko Abashingantahe bavuye kuri Ntare Rushatsi. Je cite Ntare Rushatsi est présenté comme un héros civilisateur qui aurait apporté la forge, le rituel des semailles du sorgho et l'institution judiciaire des arbitres, les Bashingantahe. Aho rero ngira ngo uja kure akamenya neza finalement
l'institution d'ubushingantahe ninde yayitanguye en définitive? Est-ce que c'est Ntare? Est-ce que ce sont les Bega? Je ne sais pas. Bon, je m'excuse, navuze ngo nza kuvuga mu Kirundi mugabo byananiye. Murakoze. Naje. Bon, ntangure kwishura ibibazo vya mbere. Si wa pati. Ok, merci beaucoup. Bon, la première intervention, yabajije cyane cyane, d'abord yabanje kuzana certaines anecdotes sur lesquelles je peux revenir rapidement. Effectivement, moi je pense, et je vais le dire, je vais essayer d'être très objectif, du mieux que je. Nous disons, Baranyanga pour moi, et je l'ai vraiment très bien connu, parce que mes parents ont divorcé, se sont séparés en 69. Hanyuma mama, qui est la fille wa Baranyanga, acaja kwa ase. D'ailleurs, yarazi ko bazoca bamucura, ntibigeze bamucura. Agiye kwa ase, je nari umuhererezi, nije nyine nagumiye hamwe nawe, nariko ndaheza primaire. Abandi bose bari muri secondaire canke baragiye i Buraya. Ce qui fait que je nagumanye nawe vraiment moya munini, yari ibintu byinshi yanyiganiye. Canke nkumva ibyo ariko araganira, haje musenye ntuyahaga, haje bajya bandakoze amashuti yiwe, etc. etc. Icyo novuga nuko rero ko namubonye, c'était un stratège, c'était un politicien, un grand stratège. Il s'était rendu compte que l'Européen était fort, qu'il ne pouvait pas se confronter à lui directement. Et donc, il a toujours su gérer ce rapport de force dans lequel il était désavantagé. Mais chaque fois qu'il s'est passé quelque chose où ses intérêts fondamentaux étaient en jeu, il n'a jamais hésité à taper sur la table. Umunsi umwe hari umuzungu umwe yamuboneye mu byo ari muri évaluation cyangwa ikindi sinzi cyo bamuhoye. Et le blanc en question l'a vraiment harcelé. Byakabaye kera Baranyanga baramubwira ati mbe urazi n'ibindi gasha kubera ko abazungu benshi bavuga ikirundi à l'époque. Mugende musangwa kandi n'umusigwa. Pour lui dire, toi tu as beau t'agiter, toi tu vas partir, moi je vais rester. L'Église catholique, il était très conscient que c'était une force incontournable. C'est vrai qu'il était susceptible, il ne supportait pas d'être le deuxième. Et il ne le supportait pas tant pour lui-même que pour les autres. Baranyanga se promenait dans sa chefferie avec dans sa poche tous les noms des premiers de classe abanyeshuri bo muri primaire muri chefferie yose yarabafise mu mufuko. Nico gituma yaca bakurikirana bamwe bagacika n'abatonyi bamwe bakaregwa nk'abana biwe. Le cas que vous connaissez ni le docteur Nahimana, c'est wa Jean-Louis. C'est wa Jean-Louis yiganye na Birori, yakuranye na Birori, d'ailleurs bose bitwa ba Joseph. Même en 72 igihe bamufashe yari yirutse ari muri crise ya asthme parce que c'était un grand asthmatique. Yumvise ko ngo yafashwe agenda malheureusement. Arabwi aje kubwira ati jibo mwafashe umwana wanje ntimushobora kwica umwana wanje basanga malheureusement yagiye. Les premiers, les gens compétents, ils les mettaient en avant toujours. Hanyuma rero kuri l'Église catholique, yarabona yuko nayo nyene ari une puissance dans l'État. C'était un État dans l'État. Donc il avait intérêt à s'allier à eux. Yarabahaye Ruganza, yarabahaye na le centre spirituel yo kwirabira. Hajya biga ikirundi. Hajya niwe yahabahaye. Yego. Hariho ahantu biga ikisingene hajya naho niho yabakebeye naho nyene. Sabwe ku Muyange exactement. Yego. Mais ce que peut-être d'autres ne savent pas, ntiyigeze aheba kuganira n'abapfumu. Non. Ah oui? Ego. Hariho abantu bahora baza bavibuha bakaganira akanywa babo ibyo baganira n'ukuri ntabyo nzi. Mais ça je le sais. Ego. Ntiyigeze abiheba na rimwe. Ego. Et ma mère elle-même m'a dit, ma propre maman,
qui est une fervente chrétienne, qui était une fervente. Yambwiye ati, data imbere yo gupfa yambwiye ati, mwananje, ibyo ari byo byose, twahevye ibivuga. Pour dire que c'est vrai, il était conscient que les Occidentaux étaient importants, que la culture occidentale était incontournable, mais il était très vigilant quant à sa propre culture, à ses propres traditions. Mais, Halivio, encore une fois, Bijana, on va y revenir avec le code ésotérique. Et je vais y revenir à ce sujet, à ce moment-là. Mbive. Mais Mbive, twebwe, jewe, en tout cas, nganira na papa wanje, harigeze kuza d'ailleurs, et ça je vais essayer de le récupérer, parce qu'il y a un anthropologue suisse, yitwa Thomas Laili, yakoze ku bushingantahe bu Burundi. Malheureusement, sa thèse est écrite en allemand, mais il a interviewé mon père. Kugira ngo amwinterviewe d'ailleurs, papa yaranse yuko baganira ngaha yari mu Ngagara, ambwira ati uraza tujane ku ahasiga data bajana aho bita ku mukingiro akingira inyana izuba. Aho niho bagiye kuganira bacaniriye inka au même endroit. Il y a même des photos très jolies là-dessus. Igihe rero baganira, ce qui est intéressant, c'est la généalogie uvuga. À chaque nom correspond des événements très précis. Abavukana bicanye, abarongoye naka, bagize iki, il donne des précisions très précises. Vyerekana yuko nukuri iyo binatari une histoire anecdotique, un peu mythique. Mais il s'arrête à Mwezi Mbibe parce que, croyant que et malheureusement, mon père, mon père, Aloïs Ngendahaye, il n'a pas été plus loin. Ariko ambwira abiwabo salinye y'ababibe. Oya ntiyambwiye gutyo ntiyabivuze gutyo, ariko we yarakubwira ashize kuri Mwezi agacahagarika kubera ko je veux dire que je l'avais lu, nuko yabona ati ibindi hariho ababinezwe. Jewe ndashaka kubwira aho dukomoka twebwe, ariko ibindi by'abami birabandanya ukundi jewe ntabyo nzi. Et dans la situation yanozeye ya Baranyanka, il faudrait revoir et le livre et d'autres questionnements. Je pense que c'est une question ouverte. Je ne peux pas me permettre d'aller plus loin. L'amitié de Baranyanka et Rudahigwa est notoirement connue. Sinawe Gusa, Baranyanka niwe qui est à l'origine de la phrase que même Sylvestre Ntibantunganya aimait dire. Ati mbe igihe u Rwanda rutegwa umutima ntiwasimvye. C'est lui qui a dit cette phrase. Pour dire que notre destinée est impossible de la séparer de celle du Rwanda. Que nous les aimions ou que nous les aimions pas. Kubera yuko Baranyanka naho bumva yari afise ubugenzi cyane na Rudahigwa n'abajya abashefu bandi benshi nka Bwanakweli Prosper barakundana cyane, hariho n'abandi benshi. Il était politiquement très méfiant et vigilant à leur endroit. Absolument. Et quelque part, ça c'est encore une autre révélation, sinzi yuko mu gitabo ca Karoli birimwo, à l'origine des partis politiques, Baranyanka n'a jamais vu l'indépendance au niveau du Burundi. Lui voulait créer un parti. Mais il a créé un parti dans lequel se trouvaient, figurez-vous, Kayibanda, Jean Kigoma, un neveu à lui, et un certain nombre de personnes. Je me demande si Pierre Ngendanumwe n'était pas dedans aussi. Un parti qui était un parti qui recouvrait le Rwanda-Burundi. Lui avait en fait une ambition au départ de devenir le roi du Rwanda au Burundi. Ego, yabona yuko l'indépendance ibaye yoba ari uko atwaye u Rwanda n'u Burundi. Vous le connaissez autant que moi. Urabibona? Hanyuma sinzi hariho abazungu bamubujije gose baranamukarira d'ailleurs aca aratenyenya parce que il était prudent aussi.
Et c'est comme ça qu'après, lui vieillissant, yaciye à mettre en avant abahungu biwe. Pour l'amitié, bon, maintenant, les royaumes du Nord dont vous parlez, je ne vais pas y revenir, c'est vrai. Hariho nous est un mouvement brownien, s'il faut parler de chimie. Il y avait, avant que la dynastie ganoise ne s'installe, il y a même des empires, qui recouvraient notre région, et des royaumes que certains ont appelés des toparchies, parce que Zalinhoi touchait des sites géographiques très limités, cyangwa des principautés. Bafumbije bose bakubwira. Bari byari bihari gose. Ariko si le nord gusa, même au sud, même à l'est, aho hose hariho des chefs bakomeye. Nuko tutabigaruka ko umwanya wose. Les traditionalistes, vous revenez sur la question d'ésotérisme également. On dit traditionniste. Traditionniste, pardon. Parce que traditionniste, ce sont les gens attachés À la tradition. Mais les traditionnistes, ego. transmetteurs. Absolument. Ego. Moi, je parle de traditionnistes avec des mémorialistes, quelque part. Abo bantu rero iwacu bari bahari kandi birazwi nkuko nabivuze ntivyanditswe twarabuze mu bacu bandika ibyo bintu ariko moi je vais vous dire par exemple mon seul cas à un moment donné ndi hajya nturuka mu Cibitoki j'ai vu certaines grandes familles certains clans y'abahutu bari abamatumba ndababaza ibyo bashobora kumfasha kumenya hanyuma barambwira bati mbe uraziga mwana urabanzuze uzanye inzoga hanyuma tujanye inkoma aho mwasize uruzogi mais iyo nkoma si ya nkoma historique ni inkoma y'iwacu donc il y a des clans bazi ibintu nuko nous ne prenons pas le temps. Nous n'avons pas une démarche respectueuse pour les voir. Je vous ai dit aussi, par exemple, nous avons Kagame Alexis Radino qui a une conférence. À la Twenga, c'est des chercheurs européens qui ont kibira kuza kubaza abantu les tombes royales zini Burundi. N'est-ce pas que ça c'est la tombe de Tera? Évidemment, si tu leur poses la question comme ça, ils vont dans ton sens. Abarundi ni rumveko. Alors, Harwambajije les biens za Baranyanga. Effectivement, zarabaye spoliés. Et les mumenja ntagira ntacumusigira. Ahubwo mbere ni Imana yagize ko ntibatamwishe cyangwa bamwomore. Nayo ubundi we n'abana be barabishe. We bari gushaka kumwomora defo yo kumwica. Ariko nayo ubundi nta na kimwe yasigaranye. Même sa femme, sa dernière femme, baramutwaye. Oui. Hanyuma rero, nous sommes les premiers réfugiés politiques du pays. Abana banidendereza n'abandi bana benshi twarahunze twaragiye hanze nkuko après abahutu n'abatutsi bagiye barahunga après. Mais c'est nous qui avons connu cette persécution là. Mais une persécution justifiée par la tradition, attention. C'est pour ça que c'est une chose qui mérite yuko umuntu ayiga neza sans passion kugira ngo twumviye umugani w'abandi imvo n'imvano y'ibintu kugira ngo tubashe kogora tuje mu mahoro meza nayo ubundi n'ivyo baramwivye baramutwaye ibintu vyiwe nta kundi voilà ibindi ngira ngo twaye twabigarutse ko je ne reviens pas sur ce qu'il a dit parce que effectivement les trois piliers du pouvoir royal, les armes, la religion et les lignages nivio. Je n'ai pas dit le contraire. J'ai insisté peut-être un peu plus sur les clans Zimne, mais c'est tout à fait réel. Et il suffit simplement d'ajuster. Naïwoni ikichanyuma bavuze. Chereke l'ésotérisme nantare, cyangwa ubushinga ntahe nantare rushatsi. On n'est pas en contradiction. Ce que dans le livre de Charles, il dit, Abega, bari en parallèle avec l'émergence Yabagano,
pour des raisons qu'on ignore, c'est ce que dit Charles, Nana Sewiu, Abega ont été affaiblis. Mais, Abaganwa ont eu l'intelligence de Sindahu dans leur affaiblissement. Babashinga, Babaha, sinon Kubashinga, Babaha, ibyo bari bazi, bari bakomeyemo. Ibyo bya ésotérisme, no gucimanza, n'est-ce pas? Kugira ngo bari bo baba les premiers dépositaires de l'affaire. Nous connaissons bo bacerere babiperpetua. Que là, ça a démarré sous Ntare. Beaucoup disent yuko ari Ntare qui l'a fait. Mais en fait, Ntare l'a fait sous son règne, mais avec l'apport de la dynastie disparue. Voilà mon monsieur. Pour l'honneur de votre grand-père, vous êtes pas lié les vigilants. Vous me permettrez, je vais donner un petit exemple. Donc, Harwa, elle est destinée à me conseiller ce pays. Il y a une toile à la plaie de Domingo. C'est ce qu'on dit, à télé, c'est plus pareil. Et maintenant, il y a ma vérité là. Donc, pour l'honneur de Barani, comme votre grand-père, vous avez dit qu'il était vigilant, il y avait le rapport de force, il y avait Zongo et l'Église catholique. Un exemple pour l'honneur de lui, c'est que le roi il a fait une réunion, il avait un point. Alors, le premier point important du jour, c'était que Mwambutsa a datoire la plaine de Limbo, kuva hariya mu Cibitoke gushika Nyanzarake. Bavuga ati hao turafise projet turafise ivya kera vyaho Mwambutsa ntatwara. Il n'avait pas eu l'intelligence de consulter son ami Baranyanga Pierre. Il met acquis automatiquement. Et bien Baranyanga yumvise ce point là, il a dit non, il point là, puis qu'on dit Mwambutsa twara, igihugu cose, en plus la plaine y compris. Donc il était très très vigilant. Je pense que d'ailleurs que vous avez ni authentique. Il y a une anecdote où vous pouvez retrouver ça in extenso. La plaidoirie qu'il a faite au conseil du Mwami, Mugitao cha Valentin Bankumuhali. Où, voilà, et Niho, il va plaider en basant son argumentation sur l'histoire. Il y a des canaux, contrairement à ce que c'est une région au tampon, où jamais le roi n'a vraiment dirigé cette histoire. Allez, les canaux. Depuis plusieurs générations de la dynastie Ganwa, abashefu byamye bahatwara nico bahakoreye gushika bavuga ati rero murabona yuko ari wacu, c'est impossible ko mbwira muhadutware. Iyo ni un cas tout à fait vérifié que vous retrouverez dans le livre de Valentin Bankumuhali, le conseil du pays. C'est très bien expliqué. Jean-Marie, tu nous permets vraiment d'élucider beaucoup de choses et grand merci. Et j'aimerais ajouter un tout petit détail. Cet anthropologue suisse-allemand, Thomas Leiler, moi je l'ai envoyé à Kiganda. Je lui ai fait passer 6 mois à la paroisse de Kiganda chez le curé, où il faisait une enquête sur l'autorité traditionnelle. C'est dire combien je le connais bien. Absolument. Et je lui ai trouvé un traducteur qu'il payait très cher d'ailleurs. Il a écrit un très beau livre en allemand, malheureusement. Et c'est dire combien on a beaucoup de sources. Absolument. Thomas Laili reste un frère à moi, je suis toujours en contact. On va s'entendre. Magnifique. Alors je termine en vous faisant un cadeau. Et je commence par toi. Toi, tu le prendras. La semaine prochaine, c'est Balthazar qui va exposer sur la contribution rwandaise à notre interprétation de la tradition. Voilà la réponse. Balthazar Haonimana viendra et j'allais l'épauler, mais j'ai pensé l'épauler par la présentation d'un document que je vais donner. J'ai fait 20 exemplaires, je vais le donner malheureusement à ceux qui sont assis devant, qui ont le mérite d'être venus avant les autres. Absolument. Je n'ai que 20 exemplaires. Les autres m'excuseront. J'ai choisi ce critère
on les aidera autrement. Et donc Elvis vient de Et prendre... c'est d'ailleurs un critère très galant. C'est un critère galant en plus. Et s'il en reste, tu donneras aux plus vieux qui sont derrière. S'il en reste. Voilà, madame. Voilà, madame. Ça, C'est la meilleure moitié. donne à Jean-Marie d'abord. C'est la meilleure moitié, madame. Oh mon Dieu, la moitié. Oh, galanterie oblige. Oui. Donc, alors j'explique pendant qu'il présente. Et Kagame Alexis, l'abbé, qui est justement celui qui est entré au cœur de la tradition rwandaise via les Biru, les traditionnistes en question, a fait une conférence ici que j'ai suscitée d'ailleurs indirectement, et une conférence très bonne sur la contribution donc des traditionnistes rwandais à notre généalogie des rois. Et alors là, cette conférence a eu un énorme écho et il l'a publié dans la revue de l'Université du Burundi. Vous trouvez la référence dans ce texte. Et lisez ça. Je voudrais que vous lisiez cela. Tous ceux qui ont reçu, qu'ils lisent, je leur en prie. Je n'exposerai pas de nouveau là-dessus. Vous allez donc débattre avec Balthazar la semaine prochaine en connaissance de cause. Voilà donc, avec cela, je conclus en disant encore une fois, grand merci à Jean-Marie, grande salutation à Charles, son oncle, et puis je te donne une mission, mon cher ami. Je vous en prie. En tant que neveu bien cher, pourrais-tu récupérer les documents authentiques de Waranyanka via le vieux Charles qui est en train de vieillir? Le vieux Charles est né en 1935. Ces documents, il ne faut pas qu'ils s'éteignent quelque part. Et il ne faut pas qu'ils tombent dans des mains des profanes. Pourquoi ne pourrais-tu pas les récupérer, toi? Voilà, je te donne la mission. Merci beaucoup et bon week-end.